Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi à la télévision tous les soirs quand il est 22h30 sur Espace TV. Nous poursuivons notre débat avec notre invité. Encore 30 minutes à passer ensemble. Avant de reprendre l'interview, quelques messages encore. Ce premier message qui dit Ousmane Kaba doit cesser les théories. Les pays qui ont connu Ebola, comme la Guinée, sont à plus de 3% de croissance. À cause des marchés de gré à gré, les caisses sont en vide. Le message signé d'une dame. Ce premier message, c'est Juma Bindi, l'UFDG, n'appartient qu'aux militants, c'est pas Baouri. Bonjour les boss, en fait, on a longtemps entendu Dr Kaba parler. Pourquoi tout ce qu'il dit est contraire à la réalité du terrain? C'est Bachir qui signe ce message. Votre invité est en déphasage de la réalité. Faites-lui écouter ses anciennes interventions au sein de votre rédaction sur le PPT et le projet Simandou. Bonjour, Dr Kaba. Le gouvernement de Yula a hérité d'un État ou d'un pays. La question est posée par Keta Sanoussi depuis Matam. La Guinée a exécuté ses traîtres manipulés par l'impérialisme. Bonjour, docteur raisonne en économiste et non en politicien. Donc, parler sans langue de bois, la Guinée était belle et bien en récession en 2015. C'est Mamadou qui signe ce message, ce dernier message. Bonjour, c'est Alpha Omar depuis Symphonia. Notre croissance a été nulle en 2015 parce que notre gouvernement est nul. C'est aussi simple. Bien, on va reprendre l'interview avec notre invité Moussa Moïse. Alors, docteur, vous avez parlé un peu de ce qui s'est passé en 2015. On a eu des difficultés, mais pas seulement du fait de la maladie virale Ebola. Il y a eu aussi, l'action de l'État, même sur le secteur privé. Bien. On parle des entreprises qui se sont faites phagocyter complètement. L'État était mauvais payeur et ça joue encore aujourd'hui sur beaucoup d'entreprises qui ont du mal à faire tourner leur économie interne. Et quand on dit croissance, tout cela dépend de cette bonne santé du secteur privé. Deuxième question. Si en 2016 encore vous nous donnez un nouvel espoir, parce que tout ce que vous dites c'est une prévision. Le budget c'est un état prévisionnel, donc c'est-à-dire les recettes mais aussi les charges de l'État. Ça veut dire que vous pouvez être contredit par les faits demain. Tout à fait. Voilà, très bien. Donc, sur quoi est-ce que cette croissance sera basée en 2016? Ça va être tiré par quoi? Nous n'avons pas assez d'unités industrielles. Nous n'avons pas d'unités de production. La roue ne tourne pas bien. On va compter encore sur le budget national. L'économie est à l'arrêt. On va tirer l'économie par quoi, docteur? D'accord. Vos questions sont très intéressantes, mais souvent j'ai l'impression que, d'après vous, la Guinée est née en 2015. Il faut se rappeler que c'est un pays pauvre qui vient de très loin. Oui, mais c'est vous qui prenez 2015 comme repère par rapport à Ebola. Qui a accumulé beaucoup de choses. Ce que je veux dire, tout de suite, on a dit, est-ce que un budget d'austérité, on va serrer la ceinture, les gens vont être encore plus pauvres, ceci ou cela. On va être comme des libellules. Voilà, je pense qu'il faut comprendre deux choses dans ce budget. J'ai dit que c'est un budget d'austérité, mais je n'ai pas dit que ça va amputer le pouvoir d'achat des plus pauvres. D'ailleurs, si vous regardez ce budget, l'austérité vient simplement du fait que les autres dépenses des ministères ont été réduites, notamment les achats de biens et services, etc. Mais à l'intérieur, la masse salariale a augmenté. Les salaires vont encore augmenter en 2016 de 40%, augmentation indiciaire. C'est très important. Ça veut dire que c'est un budget qui va essayer non seulement de préserver le pouvoir d'achat des plus pauvres, mais de les aider. Donc, n'oubliez pas, à l'intérieur du budget, il y a des aménagements. Les secteurs prioritaires tels que la santé et l'éducation ont été préservés. Donc, c'est important de le savoir. On va aider les pauvres en taxant la farine et l'huile. Attendez, écoutez. La farine et l'huile, on va y revenir. Mais sachez qu'une augmentation indiciaire de 40% va au-delà des problèmes de farine et d'huile. Vous ne dépensez pas 40% de votre budget dans la farine et l'huile. Et on ne fait qu'augmenter la TVA, c'est-à-dire le coût total moins la consommation intermédiaire. L'impact sera une tension sur les prix, mais elle ne sera pas très forte, elle est même négligeable. Ceci dit, deuxième argument, pour vous dire que c'est un budget qui aide les pauvres. On veut lutter contre l'inflation. L'inflation, les premières victimes de l'inflation, c'est les pauvres. Il ne faut jamais l'oublier, parce que les riches ont les moyens de se prémunir contre l'inflation, mais pas les pauvres. Donc, lorsque vous faites un budget où on veut désendetter l'État, où on veut réduire l'inflation,
vous aidez d'abord les pauvres parce que vous préservez leur pouvoir d'achat. Donc faisons attention. Lorsqu'on dit que c'est un budget d'austérité, c'est un budget d'austérité parce que les dépenses autres que l'investissement, les dépenses autres que les salaires baissent pour préserver le pouvoir d'achat des plus pauvres. Budget d'austérité, certes, mais budget qui défend les plus pauvres de notre pays. L'autre question de Moussa Moïse. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va tirer deuxième question, la croissance économique. Elle est prévue à 4%. D'abord, pourquoi la croissance économique est prévue à 4%? Déjà, le secteur minier va être tiré vers le haut parce que tous les investisseurs vont revenir. Tous ceux qui avaient fui à cause d'Ebola vont revenir. Donc, tous ces projets vont reprendre. Deuxièmement, le secteur agricole, qui est le grand secteur qui va faire la promotion de la croissance économique, va continuer à progresser. Là où je suis d'accord avec vous, c'est votre inquiétude que moi je partage sur le secteur privé dans sa totalité et la manière dont le secteur privé est traité en Guinée. Nous avons à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes les représentants du peuple. Donc on a souvent des visions légèrement différentes. Nous avons insisté auprès du gouvernement pour que le secteur privé soit mieux traité en Guinée, parce que c'est le secteur privé qui est porteur de croissance économique. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. Oui, le secteur privé bien traité, mais sauf qu'aujourd'hui, l'État est totalement endetté et ce secteur privé est en train de mourir. C'est quand même une réalité, docteur. Qu'est-ce que vous comptez faire pour D'abord, il faut savoir que dans le budget, il y a une provision pour le paiement des arriérés intérieurs. Donc c'est déjà un bon signe. Combien? C'est déjà un bon signe. C'est déjà un bon signe et c'est important de le savoir. Oui, mais à quand ce paiement? Parce que les entreprises, elles sont asphyxiées. Encore une fois, les PME locales, elles sont asphyxiées, docteur. C'est bien de prévoir, mais si on ne touche pas. Encore une fois, le nouveau gouvernement, le gouvernement de Yula, a hérité d'une situation difficile. Ce sont des jeunes gens qui sont quand même experts dans le domaine économique. Ils ont près de 20 ans d'expérience, même quand ils sont jeunes. Je pense aux jeunes Doumbouya du budget. Je pense à Malado Kaba des finances. Je vous assure que c'est des experts. Vous les connaissez? Tout à fait. C'est des experts dans le domaine qui ont travaillé avec nous de longues années. Ils ont beaucoup d'expérience et sur le budget et sur la gestion économique. Faites confiance à notre nouveau gouvernement. Je crois que dans le dialogue, nous allons arriver à quelque chose. Ils ont un exercice extrêmement difficile. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit non, vous prévoyez des choses qui n'arrivent pas. C'est un auditeur qui s'est posé ces questions. Absolument, il a raison. Mais le rôle de la prévision, c'est de dire, en fonction des variables qui nous sont connues aujourd'hui, comment l'avenir va se comporter. Mais le prévisionniste n'est pas Dieu. Personne n'avait prévu qu'il y aurait Ebola. Donc, vous avez les prévisions, le budget, c'est un exercice de prévision. Mais ça dépend des facteurs réels qui vont intervenir. D'accord, alors faire des prévisions, comme vous l'avez dit, Ebola, parce qu'il n'a pas répondu à la question d'Ahmed et de Moussa Moïse, finalement, qu'est-ce qui va tirer cette croissance? Si j'ai répondu, je vous ai dit qu'il y a les mines, il y a l'agriculture, il y a les nouvelles technologies de l'information, l'économie numérique, la communication, l'économie numérique. Tout ça est en train d'émerger en Guinée. Et j'ai ajouté que je partage son inquiétude en ce qui concerne le secteur privé. Ça, c'est grande gueule. Je voulais signaler cet aspect, c'est clair. Oui, c'est une prévision. Ebola n'a pas prévenu. Oui, mais quand on fait une prévision, il y a forcément le côté risque qu'on prévoit. Concernant les risques, au-delà d'une maladie que je ne souhaite pas du tout, mais quels sont les risques côté économie que vous avez mis sur Par quoi ça peut déraper? Voilà. C'est ce qu'on appelle les variables exogènes dans une prévision. Par exemple, on peut faire une prévision sur la croissance d'un pays. À part Ebola, tu peux y avoir tous les facteurs exogènes. Par exemple, l'évolution des prix à l'international. C'est des facteurs que vous ne contrôlez pas. La Guinée exporte des matières premières, de la bauxite. Si pour une raison ou une autre, la demande mondiale baisse, ce qui est le cas d'ailleurs actuellement, la croissance en Chine s'est essoufflée, la croissance dans beaucoup de pays, c'est eux qui achètent nos matières premières, donc vous avez un impact sur les prix. Ça, c'est des choses, c'est ce que nous appelons les facteurs exogènes qui ne dépendent pas de la Guinée. Donc vous avez des éléments comme ça qui peuvent perturber les prévisions, il faut le savoir. Les prévisions ne sont pas des certitudes, encore une fois. C'est ce que l'on peut prévoir en connaissance des variables que nous connaissons aujourd'hui. Quel est notre avenir sur demain? C'est ça une prévision économique. Docteur Ousmane Kaba, ce n'est pas un message messianique. Notre invité. Bien. Bassiko. Les Guinéens quand même attendent le gouvernement
de Mamadi Youla sur la baisse du prix du carburant. Une question très sensible. Hein. Oui, une question très sensible. En tant qu'économiste, dites-nous, est-ce que actuellement le gouvernement a la possibilité de procéder à une réduction considérable du prix du litre de carburant à la pompe? Bon, alors, ce qui se passe, il faut bien savoir qu'il y a une structure des prix des produits pétroliers. La structure des prix, grosso modo, pour simplifier, il y a deux éléments. Le prix auquel on achète à l'extérieur et les coûts intérieurs, y compris la fiscalité qui est sur les produits pétroliers. Vous savez très bien que la TSPP, taxe sur les produits pétroliers, c'est l'un des éléments les plus importants du budget de la Guinée. Donc le gouvernement fait très attention. Ils sont en train de faire un exercice des calculs sur la structure du prix des produits pétroliers. Je n'ai pas participé à l'exercice récemment, donc je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre. Mais le fait que les gens se posent la question, puisqu'on a une baisse du prix à l'international, demande au gouvernement de baisser les prix, c'est une démarche tout à fait légitime, que je partage, que tout homme de bon sens peut partager. Maintenant, la question de combien les prix peuvent baisser, quelle est la structure actuelle, quelle est l'évolution, je ne saurais y répondre parce que je n'ai pas participé à l'exercice. Mais le Premier ministre, je sais, et le ministre du Budget, ils sont en discussion, ils ont fait un examen de la structure des prix, ils sont en discussion avec les syndicats pour savoir ce qu'il faut faire. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas que ce gouvernement a encore augmenté les salaires de 40% en 2016. Oui, mais est-ce que vous ne sentez pas, ce gouvernement, c'est pas l'État qui emploie tout le monde. Attendez. Le gouvernement est en train de voir les deux aspects de la question. Faut-il augmenter les salaires? Faut-il baisser les prix du pétrole? Voilà. Et le gouvernement a déjà dans ce budget augmenté les salaires de 40%. Après les avoir augmentés de 100%. Le gouvernement se bat pour préserver l'équilibre financier afin de ne pas avoir l'inflation. Donc c'est un gouvernement qui est extrêmement attentif au pouvoir d'achat des plus pauvres. Donc c'est dans ce dialogue que l'on va déboucher sur quelque chose. Alors c'est clair qu'on est au Moi, je ne peux pas vous répondre directement quel est le pourcentage, est-ce qu'il y aura baisse, parce que je n'ai pas encore une fois participé. Et je fais partie du législatif, pas de l'exécutif. Vous ne sentez pas plutôt le gouvernement Youla préoccupé par comment financer son déficit budgétaire, remplir les caisses de abyssal, plutôt que de penser à réduire le prix des produits pétroliers? Non, vous vous trompez. Lorsqu'on soumet un budget, c'est qu'il est financé. C'est un budget qui est déjà financé. Par contre, le gouvernement doit se battre. Attendez, le gouvernement doit se battre pour que ce qui est prévu rentre. C'est pourquoi dans les recommandations fortes que nous avons faites à l'Assemblée nationale, nous avons fait 3 recommandations fortes. Nous avons dit qu'il faut que le gouvernement se batte réellement pour que les recettes prévues puissent rentrer. Pour cela, il faut renforcer les régies de recettes. La douane, les impôts, le trésor. Les renforcer, informatiser, les moderniser. Il faut que ces recettes qui sont prévues rentrent. Ça, c'est la première forte recommandation. La deuxième forte recommandation, nous avons dit au gouvernement ceci. Il faut se battre pour que l'investissement qui est prévu, une bonne partie, soit financé par l'extérieur. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas dans ce budget, le financement interne de l'investissement est plus important que le financement extérieur. Et c'est source justement de menace de la stabilité financière dans le pays. D'accord. Donc, nous avons recommandé au gouvernement de se battre pour rechercher des financements extérieurs. Mais pour ce faire, de faire des études, des projets qui sont dans les grands secteurs prioritaires. Parce que c'est ce qui fatigue souvent la Guinée. Nous allons à des réunions de bailleurs de fonds, il y a des engagements, mais qui ne reposent pas sur grand-chose parce qu'il n'y a pas de projet qui soit étudié, les études ne sont pas sur la table. Ça nous rappelle le forum économique de Dubaï, d'Abu Dhabi plutôt. Absolument, où on a eu près de 5 milliards d'engagements, mais qui ne reposaient sur rien parce que ce sont des engagements sectoriels. Il n'y avait pas d'études précises sur la table. La différence entre les pays qui ramassent beaucoup d'argent et ceux qui ne ramassent pas beaucoup d'argent, c'est ce qu'on fait l'exemple de la Côte d'Ivoire. Des études de projet. Et heureusement, les nouveaux ministres qui sont venus sont très conscients de cela. Donc je pense les anciens ne l'étaient pas, donc peut-être. Je pense que nous allons corriger ce défaut et pour que la Guinée puisse ramasser beaucoup d'argent. Si vous regardez, la plupart des financements extérieurs que nous avons, c'est l'aide à la balance de paiement et l'aide budgétaire. Ce qui est différent de l'aide projet. L'aide projet, on veut faire des routes, on fait l'étude des routes qui existent déjà. Les études existent, c'est à cause de cela qu'on peut avoir l'argent du bailleur de fonds pour financer les routes.
au lieu que nous financions la totalité des routes sur nos ressources propres. Internes. En les finançant trop sur nos ressources propres qui sont limitées, nous nous endettons auprès de la banque centrale, nous créons de la monnaie et c'est ce qui donne l'inflation. Ouais, justement, parlons de cette dette intérieure. Oui, mais avant de parler de cette dette intérieure, parce que tout est une question d'abord de sous, moi j'ai une inquiétude. Vous voulez lutter contre l'inflation, mais il y a un constat déjà au début de l'année, on constate qu'il y a une forte évolution de la devise. Ça ne fait qu'augmenter sur le marché. Par quoi vous expliquez cela? Est-ce que ça ne complique pas un peu le travail de cette équipe de Mamadi Youla? Mais bien sûr que ça complique. J'ai dit tout à l'heure que nous avions la menace macroéconomique. C'est-à-dire, ça c'est la fin 2015 où l'État est sorti endetté auprès de la Banque centrale. Lorsque l'État est endetté auprès de la Banque centrale, ça veut dire création de la monnaie. S'il y a trop de francs guinéens, la valeur du franc guinéen baisse. Ce qui revient à dire que les taux de change vont augmenter. C'est exactement la même chose. Vous en avez créé. Donc maintenant, c'est pour cela que l'État, en concertation avec les experts internationaux, a fait un budget qui sert où l'État va se désendetter. Au lieu de s'endetter en 2016, l'État va repayer la Banque centrale. C'est ça qui va envoyer la stabilité du taux de change, la stabilité de la valeur de la monnaie. Et qui va préserver le pouvoir d'achat des plus pauvres de la société. Le gouvernement se bat pour préserver le pouvoir d'achat des éléments les plus pauvres de la société. Oui, mais est-ce que vous avez une cartographie? C'est une explication que le gouvernement va continuer à avoir avec les différents syndicats pour les montrer en quoi les efforts du gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des populations. D'accord. Est-ce que vous avez une cartographie de cette prévision? Parce que c'est bien de dire oui, ça va baisser, ça va ceci ou cela. En janvier, là c'est janvier c'est terminé. En mars, en avril, en juillet, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Je pense qu'il faut savoir que l'inflation, c'est une moyenne pondérée sur 12 mois. Moyenne sur des paniers de la ménagère, de beaucoup de choses. C'est ce qui fait d'ailleurs, et j'en reviens à la question qui a été posée, on a augmenté TVA sur l'huile. Oui, absolument, c'est important, c'est Marat qui avait posé la question. Et la farine, de 0 à 20%. Les autres, c'est de 18 à 2%. J'ai dit que le prix va augmenter, mais très légèrement à cause de cela. D'abord, vous ne faites pas que manger la farine et l'huile. Ça dépend. Si vous prenez votre pouvoir d'achat, votre salaire, quelle est la proportion que vous achetez, l'huile et la farine? C'est une proportion qui n'est peut-être pas... Qui est marginale. Non, ça c'est la grande partie de la population n'est pas dans cette situation. Je dis que c'est une moyenne très pondérée. Donc ça aura un impact très léger sur le niveau général des prix. Encore une fois, 20% de la TVA ne signifie pas 20% de l'augmentation des prix de ces produits. Premièrement et deuxièmement, ces prix ne constituent pas à elles seules le panier de la ménagère. Donc, tu as une première modération, une deuxième modération. Donc, l'impact sur l'indice des prix sera marginal. Ouais. Il ne faut même pas se tromper. Bien. Alors, il ne faut pas avoir une obsession de X ou Y. Il faut regarder l'analyse dans son ensemble. Bien. Les grandes gueules. Le gouvernement, encore une fois, a augmenté de 40% dans le budget 2016. L'indice de la téléphonie. Des salaires. Oui, que docteur termine sur ma question, parce que j'ai parlé de qu'est-ce qui va se passer en avril, en juillet. Il m'a parlé de taux d'échange pondéré en 12 mois. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Taux d'inflation. Taux d'inflation. Oui, concrètement. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer en 2016? Parce qu'on nous dépeint une économie quand même où tout est rouge. Les taux de réserve, les réserves d'échange. Les réserves maintenant vont se reconstituer. Eh bien, parce ça que nous rassure. Les réserves vont se reconstituer parce que d'abord, les dépenses en monnaie nationale vont baisser. J'ai dit, l'État va se désendetter. Nous avons aussi pas mal d'aides à la balance des paiements. Quand on dit aide à la balance des paiements, ça veut dire on augmente les réserves. L'extérieur va nous donner pas mal de ressources pour nous aider. Et l'aide budgétaire aussi. Je rappelle que c'est l'aide qui est donnée par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par le Fonds monétaire international, par la Banque africaine de développement et par le Fonds cohésien. Et tout ça, le Fonds d'Abu Dhabi, je m'excuse. Donc tout ça se trouve dans ce budget. Et nous allons avoir pas mal d'argent de l'extérieur parce qu'encore une fois, le gouvernement est crédible. Et nous avons un accord avec le Fonds monétaire international qui tient la route. Et c'est avec eux qu'on a préparé ce budget pour que l'équilibre macroéconomique soit sauvé et pour qu'on puisse relancer la croissance économique sur des bases saines. Bien. Mais encore une fois, dans nos recommandations, nous avons dit
Deuxième recommandation, c'était ces investissements. Mais la troisième recommandation, c'était d'être attentif au secteur privé. Encore une fois. Et là, je rejoins pour dire ceci. Lorsqu'on parle de secteur privé en Guinée, il ne s'agit pas seulement des compagnies minières qui viennent. L'essentiel du secteur privé, d'ailleurs, la problématique, le grand défi que nous avons, c'est quoi? C'est des emplois pour nos milliers de jeunes. Alors, imaginons ça, nous devons créer des emplois pour des millions de jeunes guinéens. Les gens pensent à deux secteurs, le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, c'est les fonctionnaires. L'État a déjà fini d'embaucher ses 120 000 fonctionnaires. Et avec les démembrements, on ne dépasse pas 150 000 emplois. Donc, il n'y a pas de place dans le secteur public. Donc, il va falloir que l'on crée dans le secteur privé. Dans le secteur privé, si tu prends le secteur minier, c'est juste 52 000 emplois au total. Même une grande compagnie minière qui vient, elle va créer 1000, 2000 emplois, tout le monde va dire c'est beaucoup, mais c'est rien du tout par rapport aux besoins. Alors l'essentiel des emplois sera créé par les petites et moyennes entreprises guinéennes. Bien. Encore une fois. Les petites et moyennes entreprises guinéennes. Ce qui veut dire, l'État n'est pas en train d'aider à cela. Ce qui veut dire qu'il faut être très attentif à ces entreprises. Ça veut dire quoi? Il faut encourager le secteur privé. Mais quand on dit encourager le secteur privé, soyons concrets. Oui. Premièrement, ça veut dire au niveau d'abord des infrastructures. C'est ce que l'État doit faire de mieux. Les routes, l'électricité. L'électricité, on a fait beaucoup de progrès en Guinée avec le professeur Alpha Condé. On a eu qu'à l'État, on a beaucoup d'usines thermiques. Donc, actuellement, je peux dire que la Basse-Côte et le Fouta, il y a de l'électricité aujourd'hui. Ce qui n'a pas existé depuis près de 25 ans. Mais ce n'est pas tout. Il faut penser à la Haute-Guinée, il faut penser à la zone forestière. Ce qui fait qu'à l'Assemblée nationale, nous avons fait une recommandation au ministre de l'Énergie en disant c'est bien de se battre pour faire Swapiti et d'exporter l'électricité au Sénégal et en Gambie, mais c'est encore mieux de penser à 60% du territoire guinéen. Qui n'est pas couvert. Nous avons la possibilité de faire des micro-barrages en Haute-Guinée, notamment le barrage de Kogwedou, mais on peut faire le barrage aussi de Zegbela en forêt, ce qui aura l'avantage de donner l'électricité à toutes ces régions-là. Alors, quel est l'avantage en termes de création d'emplois? C'est là-bas qu'il y a l'agriculture en Guinée. Donc, c'est là-bas qu'on peut mettre en place de l'agro-business, des usines de transformation qui vont offrir beaucoup d'emplois et qui vont éviter à des milliers de jeunes de quitter l'intérieur du pays en exode rural pour venir gonfler les effectifs à Conakry. Donc, l'emploi, c'est déjà les infrastructures. Mais l'emploi, c'est l'administration qui doit être conviviale. Donc, aider à créer des entreprises, ça, on a fait pas mal de progrès avec Doing Business. Si vous vous rappelez, comment on crée une entreprise, les relations avec le fisc, les douanes, etc. ont été simplifiées. On a même mis un guichet, etc. Mais le troisième volet, c'est les relations financières entre l'État et les PME. Et là, nous avons attiré l'attention pour dire, la Guinée, si on veut une forte croissance, non, même pas de 4% que nous envisageons, mais de 10%, pourquoi pas. Ouais. Il faudrait encourager ce qui n'est jamais arrivé dans notre pays. Ouais. Donc, il faut que l'État paye les arriérés intérieurs vis-à-vis de ces entreprises. Imaginez un peu ce qui s'est passé avec les fêtes tournantes. Vous avez beaucoup de petites entreprises guinéennes qui sont mortes déjà, qui se sont endettées et qui ont construit, qui ont préfinancé les différentes infrastructures dans le pays. Il faudrait penser à les payer. Ouais. D'ailleurs, il y a pas mal de chantiers qui sont déjà à l'arrêt du côté des Cancans. Simplement que l'économie, contrairement à celui qui a parlé tout à l'heure, ce n'est pas du tout une science abstraite. C'est quelque chose de très concret. L'argent doit circuler, mais l'argent doit circuler à l'intérieur de la Guinée d'abord. Docteur Ousmane Kaba, économiste, député et président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale, il est notre invité. Mohamed Mara. Alors, docteur, moi j'aimerais qu'on parle de cet autre secteur de l'économie guinéenne, c'est-à-dire les nouvelles technologies. Et je veux parler plus précisément surtout du secteur de la téléphonie aujourd'hui, où il semble qu'il y aura de nouvelles taxations encore. Et globalement, quelle est la part de ce pan de notre économie? En tout cas, dans notre économie aujourd'hui, quelle est la part dans notre budget? Il y a, le micro. Pardon, il y a deux taxes. Il y a TARTEL, taxe d'accès au réseau téléphonique, qui génère 100 milliards dans notre budget, précisément 113 milliards dans le budget 2016. Et puis, il y a la taxe sur la consommation téléphonique, TCT, qui génère 400 milliards. Donc, au total, nous avons 530 milliards
qui viennent du secteur des nouvelles télécommunications. Mais on pense Attendez, dans le budget de 2016, ce qu'on a fait cette année, c'est de dire on n'a pas augmenté les taux. On a dit simplement on va élargir la TCT sur non seulement la téléphonie, mais sur Internet et sur les SMS. Les SMS. Donc, élargir la base. Ceci dit, la nouvelle économie numérique, pas seulement en Guinée, dans tous les pays, va constituer la base de la taxation et l'origine de beaucoup de ressources de la plupart des États d'Afrique. Donc nous nous inscrivons dans ce sens pour le moment. Ce n'est pas du tout un secteur qui est surtaxé. Je dirais même à titre personnel que c'est un secteur qui est sous-taxé. Rappelez-vous, la Guinée jusqu'à présent a le coût de téléphonie le moins cher dans toute la sous-région, même aujourd'hui. Donc, certainement, dans les prochaines années, il va y avoir des efforts dans ce sens, mais la téléphonie n'est pas du tout surtaxée. Je dirais même qu'elle est sous-taxée aujourd'hui. Quelle est la part du pourcentage de ce secteur dans notre budget? Mais c'est ce que je vous dis, ça vous fait 500 milliards. 500 milliards. Avec l'élargissement, docteur, avec l'élargissement aujourd'hui qui est prévu, et on ira à combien à peu près? Ça dépend. Ça dépend du nombre d'abonnés, ça dépend de la qualité, ça dépend de la concurrence, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc, il faudrait qu'on fasse des prévisions qui soient justes. Mais déjà, nous avons 500 milliards d'apports dans le budget à peu près sur ce secteur, sur un total de 13 200 milliards. Bien. Donc, Moussa Moïse. C'est significatif, mais ce n'est pas exorbitant. C'est comme le secteur minier. Les gens pensent que la Guinée, c'est un grand pays minier, ce qui est vrai, mais nous n'avons pas encore réalisé notre potentiel, parce que si vous regardez dans ce budget, vous allez avoir le secteur minier va apporter quoi? 1800 milliards. 1800 milliards sur 14 500 milliards, c'est juste 12%. 12%. C'est marginal. C'est significatif, mais ce n'est pas extraordinairement important. Ça veut dire que nous continuons la diversification de notre économie. Ça veut dire que nous devons rendre le secteur minier beaucoup plus productif vis-à-vis de l'économie et vis-à-vis du budget. Bien. Docteur Ousmane, cette question qui en tout cas est sur beaucoup de lèvres, peut-on expliquer totalement la rupture des équilibres macroéconomiques, comme c'est le cas maintenant, par seulement Ebola? Il y a des voix qui expliquent cela aussi par ces contrats de gré à gré, notamment dans le secteur des travaux publics. Qu'en dites-vous? Écoutez, dans le secteur des travaux publics, nous n'avons pas vraiment examiné les contrats détail par détail. Ce que nous avons dit au niveau du Parlement, c'est que l'État a surinvesti et que ce surinvestissement a été financé par le budget intérieur qui a provoqué le déséquilibre macroéconomique. Voilà. Mais ceci dit, nous devons faire de telle sorte qu'il y ait d'abord des études. Ça, c'est important parce que la surfacturation n'est pas seulement liée à la corruption, c'est lié aussi à la méconnaissance des travaux à effectuer. S'il n'y a pas d'études sur une route, ça veut dire que l'État va se baser sur la facture qui est présentée par l'entrepreneur, alors qu'il aurait fallu d'abord avoir l'étude technique qui précise les contours, le travail. Parce que l'opposition dénonce des contrats surfacturés. Oui, mais ça, l'opposition est dans son rôle de raconter souvent n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État a bien fait d'investir. Autrement dit, on aurait une croissance négative. L'État a fait une politique contracyclique et c'est la raison pour laquelle, malgré tout ce qu'on a dit de ce budget, qui est un budget d'austérité, mais c'est un budget qui préserve l'avenir en préservant l'investissement. C'est un budget qui est social en préservant le pouvoir d'achat des plus pauvres de la société. Nous avons appelé à voter le budget parce que c'est le meilleur budget que l'on puisse avoir dans des circonstances aussi difficiles de la Guinée. Voilà. Mais docteur, tout ce que docteur, il y a un cas elle est dans particulier. son rôle de... mais docteur, il y a un cas particulier quand même, moi qui m'inquiète, quand vous prenez 194 km entre Kankan et Kissidougou, qui est financé à 304 millions d'euros, soit 1 567 000 euros au kilomètre. Est-ce que quand même... Je pense que vous avez fait vos calculs, moi pas. Moi, je suis un économiste. Oui, mais 304 millions sur 194 attendez. Oui. Moi, je vais revoir ces contrats pour savoir exactement de quoi il s'agit. Oui, mais pour le moment, on en parle je depuis ne les ai longtemps. pas examinés. vous aurez dû le faire déjà. C'est votre rôle en tant que député. Je ne les ai pas examinés. Oui, mais ce que je sais, au-delà de la surfacturation, c'est que tout le monde demande à l'État de faire de bonnes routes en Guinée. Bien. Tout le monde demande à l'État d'avoir de l'électricité. L'État
fait beaucoup d'efforts en Guinée qu'il n'avait jamais fait auparavant. Mais le cas d'Ebouma, c'est quand même assez curieux. Et cette entreprise qui aurait déjà aussi reçu près de 70 millions d'avance et qui aurait même plié bagage. C'est assez curieux cela. Je ne suis ni ministre des Finances pour savoir exactement. Vous êtes un député de la République. Attendez, pour savoir ce qu'on a payé, ce qu'on n'a pas payé. Je ne suis pas ministre des Travaux publics pour savoir quelles sont les priorités des routes en Guinée. Mais ce que je vous dis, c'est que d'une manière générale, on demande tout à l'État et son contraire. L'État n'a pas pour but également, en faisant des routes de développement, de jeter de l'argent par la fenêtre. Ce qui inquiète beaucoup dans le cas de ces entreprises dans le BTP, c'est qu'elles vivent souvent sur le dos des avenants. On fait un budget, tout est bien calé, mais après, on envoie des factures des avenants au niveau du département et tous les pays. Je pense que l'État doit faire très... de ce que vous dites. Non, mais c'est moi, je n'ai pas. Ce qu'on dit, ce sont les faits, docteur. Je n'ai pas ces informations. Transmettez-les-moi. Voilà, je n'ai pas ces informations. On va parler d'autre chose. Bien, allez-y. Docteur Ousmane Kaba, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Il y a une crise qui secoue le RPG Arc-en-Ciel, un vent debout contre le professeur Alpha Condé et des frondeurs qui demandent beaucoup plus au président de la République. Vous êtes député donc du RPG Arc-en-Ciel. Et comment vous voyez cette crise, comment vous voyez cette crise? Quelle solution préconisez-vous pour quand même trouver une solution, pour aller un peu dans le sens de pouvoir apaiser tout le monde dans cette situation-là? Moi, je pensais que l'actualité, c'était la crise à l'UFDG. Mais aussi. Les grandes gueules. Non. Un parti au pouvoir qui va en d'accord, ça veut dire qu'il a donné son point de vue. Pour moi, c'est ça l'actualité. Alors, pour être beaucoup plus sérieux. L'actualité, c'est aussi au RPG. Pour être beaucoup plus sérieux. D'abord, c'est tout à fait normal, un grand parti politique qui a des divergences de vie. Je crois que ça fait partie de la nature humaine et la nature de toutes les organisations de masse. Le RPG est un grand parti. Le RPG ne peut pas échapper à ses propres contradictions internes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a eu front de quelques jeunes. Mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la création d'emplois et sur l'économie. Parce que le fond de la question, ce sont des jeunes gens qui cherchaient du boulot et qui n'ont pas eu. Et qui ont été frustrés. Et donc, cela s'est transformé en problème politique. Mais au RPG, la direction du professeur Alpha Condé n'est pas en challenge. Il n'y a pas un deuxième candidat qui dit non, je veux la place du professeur, pas au RPG. En attendant, ne fuyez pas la question. Ne fuyez pas la question. Déjà, ne fuyez pas la question. C'est assez sérieux ce qui se passe au RPG. Déjà, je sais qu'il y a dialogue. Je sais qu'il y a concertation et je sais que... Vous êtes impliqué? J'ai été impliqué à un moment parce que j'ai un peu participé à quelques discussions. Mais comme vous savez, je suis très, très occupé. Mais je sais que ça se tasse et qu'il y a un dialogue qui est en train de déboucher. Et que la situation est en train de s'apaiser. C'est du langage de bois. Écoutez, ces jeunes sont-ils dans leur droit de demander? Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent au RPG Arc-en-Ciel. Les gens ne sont pas contents du gouvernement, de la façon dont le parti est géré. Ils veulent un congrès. On dénonce, on pointe une certaine ingratitude du professeur Alpha Condé. C'est ce qu'il faut dire quand même. Écoutez. Je vous ai dit tout à l'heure, le RPG, comme n'importe quel grand parti politique, a ses contradictions internes. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas contents, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des gens qui trouvent que l'ouverture est un peu trop et qu'il faut penser à sa famille politique, c'est aussi tout à fait normal. Toute la question, c'est de trouver le bon équilibre entre le désir d'ouverture d'une part et la reconnaissance des efforts des uns et des autres qui se sont quand même battus dans un parti pendant très longtemps. Alors, vous avez dit que il a signalé tout de suite que l'actu, c'était aussi l'UFDG, ça veut dire aussi qu'il voulait donner son point de vue. On vous écoute, docteur, sur ce qui se passe aujourd'hui, cette crise. Pour vous, c'est favorable au RPG? Évidemment que c'est favorable au RPG. Comment? Puisqu'ils sont de l'autre côté. Mais ce que je dois dire, c'est que le RPG n'a absolument rien à voir avec cette crise. Parce que c'est une vieille... mais nous, on n'a pas peur. Attendez, c'est vous attendez, c'est une vieille crise congénitale au parti. C'est un conglomérat d'anciens partis qui se sont regroupés et qui ont formé l'UFDG. Chaque parti avait déjà un leadership affirmé. Et puis, il y a eu des intégrations
Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est un affrontement qui existe depuis très très longtemps, qui est même antérieur à l'arrivée du professeur Alpha Condé. Ceci dit, lorsqu'un parti en face a des problèmes, évidemment, c'est pas pour déplaire au parti qui est en face. Est-ce que la même chose pourrait se répéter au RPG? Est-ce que la même Notre chose pourrait invité, arriver au Dr RPG? Ousmane Kaba, on va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Ah ouais, je pense que ça lui ressemble pas du tout, langue de bois. Notre invité, Dr Ousmane Kaba, qui va se prêter à cet exercice. Une réponse, en tout cas, le choix entre deux réponses, oui ou non. Première question, Ahmed Kamara. Alors, docteur, dans vos études en tant que député, est-ce que vous avez constaté à un moment donné que des fonds de l'État ne sont pas réellement versés au niveau donc du Trésor? Oui ou non? Oui. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait pas mal de recommandations sur lesquelles je ne peux pas venir. Bien. Mais en Guinée, nous avons eu toujours pas mal de problèmes de gestion publique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien. Lorsque le Vous allez détailler après, docteur. Vous aurez 2 minutes. De réduire justement ces pertes, ces déperditions vis-à-vis du budget de l'État. Et c'est un combat qui continue. C'est un combat permanent. Bien. Mohamed Mara. Est-ce que, oui ou non, docteur, les Guinéens devront-ils se serrer un peu plus encore la ceinture en 2016 parce que l'État tient coûte que coûte à renflouer ses caisses pour amoindrir le déficit budgétaire? Oui, mais pas les plus pauvres. Bien. Moussa Moïse. On n'a rien demandé aux plus pauvres. D'ailleurs, on les a secourus. Bien. Donc, c'est les plus riches qui doivent payer. Bien. Moussa Donc, Moïse. c'est de la justice. 40 000 étudiants qui seront dans le désarroi le 31 janvier à venir, 5 000 enseignants, 5 000 emplois qui seront menacés. Docteur, il s'agit de universités privées. Qu'est-ce que vous en savez? Vous pensez que c'est oui ou non, c'est une fronde légitime? Je n'en sais rien, je vous ai dit que je ne parle pas d'école. Eh ben, docteur, c'est un fondateur, docteur. C'est pour éviter les conflits d'intérêts. Mais c'est le secteur privé, oui ou non? Ceci dit, le ministre, c'est l'économie aussi. Les ministres, c'est pas les ministres actuels, ils n'ont rien à voir avec ça. Les arriérés ont été accumulés par le gouvernement passé. Ouais. Voilà, donc c'est encore une des erreurs que l'on va essayer de réparer. L'État est une continuité. Bien. Docteur Ousmane Kaba, il était notre invité. Merci, docteur, d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les animateurs. Merci à l'équipe de cadrage. Kori Abou Kourouma, Aloussène Kamara et Alouba étaient donc au cadrage. Merci à Mamoudou Kondé qui a réalisé cette émission du côté de la télé. Merci à Foleba Dansoko qui a géré les sons du côté de la radio. Au plaisir de vous reprendre dès demain mardi à 9h. Au revoir, portez-vous bien.